Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du cours de diagonalisation des endomorphismes, qui est l'un des chapitres les plus importants du cours d'algèbre de SPE. Allons-y. Dans toute la suite, on aura affaire à des espaces vectoriels sur un corps K, qu'on a introduit ici. On va, pour simplifier, supposer que tout se passe en dimension finie. Alors, le but de la diagonalisation et plus généralement de la réduction des endomorphismes est de trouver un endomorphisme donné, pour un endomorphisme donné, des bases de l'espace vectoriel sous-jacent dans lesquelles la matrice de l'endomorphisme est la plus simple possible. Alors, la réduction, vous en avez déjà fait, sans peut-être le nommer ainsi, en sup, et on va revenir sur quelques exemples avant d'aborder le cours général de l'aspect. Alors, le premier exemple qu'on va aborder, c'est l'exemple des projecteurs. Donc, je rappelle qu'un projecteur, c'est un endomorphisme de V idempotent, c'est-à-dire tel que P2 ou P rond P soit égal à P. Alors, pour les projecteurs, vous vous souvenez qu'on distingue deux sous-espaces qui ont une importance particulière pour P, d'ailleurs pour tout endomorphisme, mais plus particulièrement pour les projecteurs, à savoir l'image et le noyau. Et le théorème de Sup affirme, sur les projecteurs, affirme que, étant donné un projecteur, l'espace V se décompose, et ceci d'ailleurs sans hypothèse sur les dimensions de V, en la somme directe du noyau de P et de l'image de P. Et un corollaire de ça, c'est que, à nouveau, on suppose qu'on est en dimension finie, même si ça reste vrai en dimension quelconque. Si on prend des bases du noyau et de l'image de P et qu'on les concatène, eh ben, on obtient une base de V, disons B ronde, telle que la matrice de P relativement à la base B ronde soit une matrice diagonale avec autant de zéros qu'il y a de dimensions de le noyau, et ensuite des 1. Et combien de 1 ? Autant qu'il y a de dimensions dans l'image, c'est-à-dire le rang de P. Ça, c'est un premier résultat de réduction, et même plus précisément de diagonalisation. La diagonalisation étant la partie de la réduction qui analyse les situations, essaye de déterminer les conditions sur un endomorphisme pour qu'il admette, relativement à une certaine base bien choisie, une matrice diagonale. Donc là, en fait, on vient de démontrer que tout projecteur est diagonalisable. Un autre exemple que vous connaissez de la sup est celui des symétries. Je rappelle qu'une symétrie d'un espace vectoriel, c'est une application linéaire S, un endomorphisme S de V, qui vérifie S2, c'est-à-dire S en S, est égal à l'identité de V. Dans cette situation aussi, on distingue des sous-espaces vectoriels importants, qui sont à savoir, et on regroupe ça dans un théorème, on a, étant donné une symétrie, que V se décompose comme deux noyaux associés à S, comme la somme directe de deux noyaux, S moins l'identité, et S plus l'identité. Donc ça aussi, c'est très simple à démontrer, de même que le théorème correspondant pour les projecteurs est facile. Et un corollaire important de ça, c'est à nouveau le fait qu'une symétrie, comme les projecteurs, comme tout projecteur est diagonalisable, il existe des bases de V, par exemple B, telles que la matrice
de S relativement à la base B soit à nouveau diagonale. Cette fois, la diagonale n'est pas peuplée de 0 et de 1, mais de 1 et de moins 1. Et il y aura autant de 1 qu'il y a de dimensions dans ce sous-espace, et autant de moins 1 qu'il y a de dimensions ici. Ok, alors donnons peut-être d'autres exemples de réduction. Ça, ce sont des théorèmes de sup qui affirment la diagonalisabilité de certains types d'applications linéaires. Donnons un dernier exemple, par exemple, que vous avez déjà vu normalement en sup, qui est celui-ci des rotations dans R3, disons. Alors, le résultat que je vais énoncer ici ne rentre pas à proprement parler dans le cadre de la diagonalisation, mais dans la branche un peu plus générale, qui est celle de la réduction des endomorphismes. Et vous avez vu le théorème qu'on va juste se contenter d'énoncer. Donc, si U est une rotation, ou plus généralement une rotation de R3, disons, alors il existe une base orthonormée de R3 et un réel θ, et cette base orthonormée, on va la noter B ronde, telle que la matrice de U relativement à cette base B ronde, alors soit pas exactement diagonale, mais diagonale par bloc, avec un 1 en haut à gauche, et ensuite une matrice de rotation plane, cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, et des zéros ailleurs, bien sûr. Ok, alors, donc, ces deux premiers théorèmes ici rentrent parfaitement dans le cadre de ce qu'on va expliquer plus généralement dans ce chapitre de diagonalisation. Et pour que les choses ensuite soient un peu plus claires, on va remarquer, et ça c'est une petite propriété de sup aussi, que l'image de P peut s'exprimer comme un noyau, à savoir le noyau de P moins l'identité. Donc ça, c'est une petite proposition du cours de sup. Et ce qu'on en déduit, enfin, ce qu'on remarque, c'est que cela rend les résultats en quelque sorte plus homogènes. C'est le même genre de résultat. Pour les symétries et pour les projecteurs, on a décomposé l'espace comme une somme directe de sous-espaces qui s'expriment comme des noyaux de certains monômes, entre guillemets, en S, en l'endomorphisme. Et ces monômes, en quelque sorte, S moins l'identité, S plus l'identité ici, et P moins l'identité, ne sont pas totalement quelconques, en fait. Ils apparaissent comme la factorisation de certains polynômes. Donc on va juste remarquer ça, et ensuite passer au cours en soi. Donc, par exemple, pour la symétrie, on peut remarquer que S2 moins l'identité de V se décompose comme S plus l'identité fois S moins l'identité, et P2 moins P se décompose comme P moins l'identité de V. Et ces monômes, en quelque sorte, en endomorphisme, P moins l'identité, sont exactement ce qui apparaît dans le noyau. Et de même que là, c'est S moins l'identité et S plus l'identité, ce sont les monômes, en quelque sorte, en endomorphisme qui apparaissent dans cette décomposition. Ok, donc après cette petite introduction et ces quelques exemples concrets, on va passer à la partie un peu plus théorique et plus générale du cours de diagonalisation. Donc, on reprend les notations d'avant avec un espace vectoriel V sur un corps K, et on se fixe désormais un endomorphisme U. Alors, on va noter, pour tout scalaire lambda, on va noter E lambda
de U, le noyau de U moins lambda, l'identité. Et on va dire, donc ça c'est maintenant une définition, donc un scalaire lambda est appelé valeur propre de U si cet espace E lambda de U, qui est un sous-espace vectoriel puisque c'est le noyau d'une application linéaire, est non trivial, donc non réduit à 0. Et l'ensemble des valeurs propres, on va lui donner aussi un nom. SPK de U, le spectre, le K-spectre de U. Donc ça, ce sera l'ensemble des valeurs propres de U. Donc c'est une partie de K, a priori, on n'en sait pas grand-chose, peut-être qu'elle est vide, peut-être que non, peut-être qu'elle est finie ou infinie, on va en dire plus dans la suite. Ok, alors, donc, ce qu'on va ensuite rappeler ou affirmer, c'est, sans démonstration, c'est le lemme suivant, qui est un corollaire d'un lemme un peu plus général, qui s'appelle le lemme des noyaux, qui affirme qu'on a toujours somme directe des espaces propres de U. Ça, c'est toujours vrai. Ok, donc, ceci nous amène à la définition suivante, qui est celle d'application diagonalisable, d'endomorphisme diagonalisable. On dit que U est diagonalisable si cette somme directe remplit tout l'espace. Donc si V se décompose comme la somme nécessairement directe des espaces propres de U. Ok, donc, alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? On va dire tout de suite un petit mot, donc remarque. Si U est diagonalisable, en ce sens-là, qui a priori n'a rien de vraiment très diagonal a priori, alors calculer l'image d'un vecteur par U, donc U de x pour x, un vecteur de V, est a priori en tout cas assez simple. En effet, notre x élément de V, qu'on décompose comme la somme des espaces propres, par définition d'être en somme directe, on va pouvoir l'exprimer comme une combinaison linéaire de vecteurs propres. On va pouvoir écrire x égale à la somme pour lambda qui parcourt les valeurs propres de U des x lambda. Donc, ou, par définition, pour tout lambda valeur propre, x indice lambda est dans l'espace propre E lambda de U. Et alors, maintenant, le calcul de U de x va être simple. Peut-être que vous pouvez déjà le deviner pendant que j'efface le tableau. Donc, qu'est-ce que fait U sur x?
Alors U de x, par linéarité de U, c'est la somme des U de x lambda. Et maintenant, par définition, ben, x lambda, il appartient au noyau de U moins lambda identité, c'est-à-dire que ça, c'est égal à lambda x lambda. Et donc, on trouve que U de x, c'est la somme pour lambda dans le spectre des lambda x lambda. OK, donc ça nous montre que ben, quand on est diagonalisable, en tout cas, en théorie, calculer les images des vecteurs par U est simple, a priori, en tout cas si on sait, et en pratique aussi, si on sait concrètement décomposer, faire la décomposition de V. OK, alors, on en arrive donc à énoncer cette proposition qui est a priori vraiment totalement évidente, qui découle totalement de la définition de la diagonalisabilité. Donc on a équivalence entre les assertions suivantes. U est diagonalisable, c'est-à-dire que l'espace se décompose comme la somme des espaces propres, et le fait que V admette une base de vecteur propre de U. Alors je ne l'ai pas encore dit, mais un vecteur propre de U, c'est précisément un vecteur dans un de ces espaces propres E lambda de U. Et une autre caractérisation qui est totalement équivalente, c'est que V admet une base, forcément donc de vecteur propre, V admet une base B, telle que la matrice de U dans cette base soit diagonale. OK. Donc ça découle totalement des définitions. Il n'y a pas grand-chose à vérifier. Une autre remarque qu'il est important de faire, c'est que, et ça vaut le coup de l'écrire explicitement, c'est que comme on a forcément, et ceci indépendamment de la diagonalisabilité ou non de U, que les espaces propres de U sont en somme directe, et que par définition, ce sont des sous-espaces non triviaux, donc de dimension au moins 1, et bien il découle de la finitude de la dimension de V que les espaces propres, ou les valeurs propres plus précisément, il n'y en a pas une infinité, il y en a au plus dimension de V. Donc le cardinal du spectre de U, le nombre de valeurs propres différentes de U, est fini, et il est même plus petit que la dimension de V. Puisque vous savez que ceci, en toute généralité, est toujours un sous-espace de V. Vous savez que la dimension d'une somme directe, c'est la somme des dimensions. Chacun de ces sous-espaces est par définition non réduit à 0, donc de dimension au moins 1, et donc cette inégalité en suit. OK. Donc la question importante maintenant, c'est de savoir comment trouver les valeurs propres de U. Comment déterminer ces éléments du spectre. Alors, là aussi, un petit raisonnement s'impose. Donc, question, comment déterminer les éléments du spectre de U, c'est-à-dire comment déterminer les valeurs propres de U. On revient à la définition. Donc, si je me donne un lambda scalaire, alors par définition, lambda est une valeur propre si et seulement si le E lambda associé, qui est par définition donc le noyau de U moins lambda l'identité, si cet espace est non réduit à 0. Donc si seulement si ce noyau est non réduit à 0, et ça vous savez que ça c'est équivalent à ce que l'application dont on prend le noyau, donc U moins lambda identité, soit non injective. Et ça c'est équivalent à ce que son déterminant soit nul.
Ok, alors, ceci motive la définition suivante du polynôme dit caractéristique. De U. On définit, alors les conventions ont changé par rapport à ça, mais on définit maintenant le polynôme caractéristique de U, donc qui est un polynôme à coefficient dans K, et qu'on note qui indice U. On définit donc le polynôme caractéristique comme le déterminant de X identité de V moins U. Ok, alors qu'est-ce que c'est comme type d'objet? Comme le nom l'indique, il s'agit d'un polynôme à coefficient dans K. Alors pour voir que c'est en effet un polynôme en X, on peut raisonner comme suit. On peut se souvenir que du déterminant, on connaît un développement. Donc rappelons que si A, disons, est un anneau commutatif, et M est une matrice de taille P, matrice carrée de taille P à coefficient dans A, alors le déterminant de M peut s'exprimer comme une somme de produits. Donc la somme porte sur toutes les permutations d'un ensemble à P lettres, toutes les permutations sigma, de la signature de la permutation, fois le produit des MI sigma de I pour I allant de 1 à P. Alors peu importe la formule exacte du déterminant, ceci en tout cas va nous permettre d'affirmer que, en effet, cette quantité là-bas est un polynôme, donc en particulier